Alors merci à vous tous de vous être connectés. On va encore patienter, allez, quelques secondes, le temps de voir midi apparaître et puis on va commencer sans tarder. Voilà, je vois que nos participants se connectent progressivement. On va peut-être pouvoir commencer. Voilà, il est midi. Eh bien, écoutez, on va respecter l'horaire. On va commencer à l'heure. Je veux d'abord vous remercier, vous remercier d'être parmi nous pour ce nouveau webinaire des midis de la formation. C'est un temps qui est porté, qui est organisé par les 5 organisations patronales interprofessionnelles en partenariat avec les services de l'État et avec le CARIFOREF. En fait, c'est un temps qui cible tout particulièrement les TPE, les PME. C'est un temps de présentation de dispositifs en faveur de l'emploi, en faveur du recrutement de salariés dont vos entreprises ont besoin. Alors, c'est un format volontairement court, c'est-à-dire qu'on commence à l'heure et on essaiera de terminer à l'heure si vous le voulez bien, même si évidemment on peut toujours déborder un petit peu. Donc, on essaiera de terminer à 12h30. Le webinaire sera enregistré. Donc, vous pourrez à tout moment aller le revoir en replay, soit sur le site Choisir mon métier, à la rubrique Je souhaite m'informer sur les dispositifs, soit sur la chaîne YouTube du CARIFOREF. Alors, pour de bonnes conditions, on va dire, d'échange, je vous remercie à l'avance, sauf pour les 2 intervenants et pour Sonia qui va suivre le fil des questions. Je vous remercierai de bien vouloir éteindre vos caméras et couper vos micros, ou au moins couper vos micros. S'il y a de la bande passante, on peut garder les caméras allumées. Mais voilà, pour une bonne qualité, en tout cas, de la retransmission. Alors, aujourd'hui, nous allons parler apprentissage et nous allons parler en particulier du maître d'apprentissage. Alors, vous le savez, on est vraiment actuellement sur un plein boom du développement de l'apprentissage. Je vous ai mis là quelques chiffres pour vous donner une idée du nombre d'apprentis que nous avons dans notre région des Pays de la Loire. Donc, ce sont des chiffres de l'an dernier, de 2022. Donc, on comptait plus de 33 000 apprentis dans notre région. Donc, c'est un dispositif de formation professionnelle tourné vers l'emploi. C'est un dispositif qui a vraiment beaucoup de succès. Et si l'on regarde les autres chiffres que vous avez sur l'écran, on voit que majoritairement, ce sont les TPE, les PME, les TPE de moins de 50 salariés qui forment les apprentis en France. Et notre région n'échappe pas à cette règle-là. Donc, il nous semblait important aujourd'hui, avec vous, de partager un certain nombre d'éléments en lien avec l'apprentissage. Alors, quand on parle apprentissage, en fait, il faut parler du triptyque, il faut parler du trépied sur lequel repose la réussite de ce parcours de formation. Donc, nous avons l'employeur et qui est ou qui n'est pas le maître d'apprentissage parce que ça peut être un salarié de l'entreprise. Nous avons l'apprenant. Alors, parfois, ma langue va fourcher, je vais parler du jeune, mais sachant qu'on peut être apprenti à 30 ans, donc on va parler de l'apprenant le plus souvent possible, et on va parler du centre de formation. Donc voilà, la réussite repose sur ces 3 éléments-là, sur vraiment les 3 pieds. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas de passer en revue ces différents volets, mais c'est vraiment de se focaliser sur la mission du maître d'apprentissage sur lequel repose en partie la réussite du parcours de formation du jeune. Alors pour cela, je remercie Frédéric Enfrin d'avoir accepté notre invitation. Frédéric, peut-être en 2 mots vous présenter avant que je vous pose quelques questions? Oui, bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Frédéric Enfrin, directeur régional de la formation professionnelle à la CMA des Pays de la Loire, la Chambre de métier et de l'artisanat.
voilà, avec en charge le pilotage de l'activité de l'ensemble des sites de formation, du centre de formation de la CMA qu'on appelle aussi l'URMA. Voilà, on forme environ 7000 apprentis dans les branches ou dans les secteurs professionnels, majoritairement de l'artisanat. Je vais citer la filière des métiers de l'alimentation et celle de l'automobile principalement. Merci, merci Frédéric. Alors, on va évoquer le maître d'apprentissage. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots nous dire, au regard de la législation actuellement, qui peut devenir maître d'apprentissage? Alors, au regard des textes, effectivement, vous avez dans cette diapo la principale définition, ou en tout cas les conditions que l'on a à remplir. C'est un tuteur d'un jeune qui est là pour l'accompagner sur ses temps en entreprise, en étant majeur, en étant salarié ou soi-même chef d'entreprise, avec des compétences, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, et des qualités pédagogiques à côté de ses qualités professionnelles. Et c'est quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme qui est au moins équivalent à celui pour lequel le jeune suit sa formation. À côté de ça, ce que je peux me permettre de rajouter en étant le plus rapide possible, c'est dans un contexte où l'entreprise est finalement le premier lieu de formation du jeune dans un parcours d'apprentissage sur une année. Pour faire simple, et si je prends la majorité des jeunes et des alternances, un jeune passe entre 12, 13 et 20 semaines au centre de formation. Ça veut dire qu'il passe tout le reste de l'année dans l'entreprise, entre 30, 32 semaines et 40 semaines. Donc, un maître d'apprentissage, c'est lui qui passe le plus de temps avec l'apprenti à forger et à accompagner son identité professionnelle et à l'accompagner par les compétences. Alors, justement, est-ce que vous pouvez venir plus précisément sur les attendus? Quelles sont les missions qu'on attribue au maître d'apprentissage? Alors, ces missions, elles sont, comme vous pouvez le voir, celles de, évidemment, former l'apprenti. Voilà, le former à toutes les compétences qui sont nécessaires pour exercer son métier dans les situations dans lesquelles il se retrouve dans l'entreprise, hein, en sachant que l'apprenti est relié à un parcours professionnel à visée certificative, hein, avec l'objectif final d'avoir un examen et d'obtenir une certification. Ça veut dire concrètement et au quotidien se rendre disponible pour répondre aux questions, suivre le parcours de l'apprenti et chose qui est très importante, consacrer du temps à la relation avec le centre de formation. Comme vous l'avez dit, Elisabeth, on est sur un triptyque, entreprise, apprenti, centre de formation. Il y a trois outils principaux dans la relation avec le centre de formation. Le livret d'alternance, voilà, qui est, pour ce qui concerne le centre de formation de la CMA, maintenant complètement numérique, avec des accès en temps réel au suivi de ce jeune-là. Il y a un interlocuteur précis qui est le professeur référent. Et puis, au centre de formation, chaque semaine, on a ce qu'on appelle une heure de récupération du vécu en entreprise. Donc, c'est des éléments clés qui donnent aux maîtres d'apprentissage des outils qui sont nécessaires à la bonne réalisation de toutes ces missions à côté et en parallèle de l'exercice de son métier et des compétences strictement professionnelles. On parle là d'accompagnement pédagogique au sens large. J'irais presque jusqu'à dire que le maître d'apprentissage est, entre guillemets, le professeur principal du jeune, si je fais une métaphore avec ce qui se passe dans une scolarité classique. Alors, en effet, et le principal professeur, ce qui veut dire qu'il y a des exigences et puis peut-être aussi pour lui une formation pour l'accompagner dans ce travail pédagogique qu'on voit assez important, assez lourd. Oui, tout à fait. Il y a, comme vous le dites, Elisabeth, des exigences. Quand on est maître d'apprentissage dans une entreprise et qu'on accompagne un jeune, on travaille avec un centre de formation qui est lui-même au service de cette entreprise, mais néanmoins,
ces exigences, elles sont posées ici: accueillir et faciliter l'intégration, accompagner le développement tout au long de la formation, et dans l'objectif d'une autonomie professionnelle, d'une identité et de compétences. Ça veut dire participer à la transmission des savoir-faire. Ça veut dire se former, je vais y revenir, et entretenir la relation avec le centre de formation. Vis-à-vis de l'apprenti, quand on est maître d'apprentissage, effectivement, ça fait appel à des compétences précises. On forme des maîtres d'apprentissage, ils doivent se former. On attache, nous, centre de formation, une grande importance à la qualité du tutorat, et on organise, comme tous les centres de formation, des formations de maîtres d'apprentissage avec des modalités multiples. Je peux citer l'exemple d'une formation complètement distancielle où chaque maître d'apprentissage a 60 jours avec un accès en 100% distanciel à une auto-formation. Voilà, ça coûte 210 € et on a la liberté, quand on le souhaite, de très facilement se former. Voilà, et on regarde comment on accueille, on intègre, comment on accompagne les compétences, comment on évalue un apprenti, ce qui n'est pas simple, comment on le motive, et on acquiert aussi des repères, puisqu'on a tendance à les oublier, liés au cadre juridique. C'est tout ça un maître d'apprentissage. D'accord. C'est une obligation ou c'est facultatif de suivre cette formation Attends, de je suis en maître webinaire. d'apprentissage? Alors, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est incitatif. Je ne peux évidemment que dire Hein? que c'est plus que Non? très bien de le Tu demandes faire. à Pierre-Yves Et non plus? Ah, alors, excusez-moi, est-ce que la personne, je pense, Maud, peut-être? Oh, pardon. Si vous pouvez fermer votre micro, merci. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, Frédéric, allez-y. je vous en prie, et quand je dis que c'est incitatif, il y a évidemment tout à gagner à se former, à bien se former pour bien tutorer. On se rend compte très clairement que les entreprises où les jeunes sont correctement évalués, où les jeunes réussissent leurs examens, où il y a très peu de ruptures, sont les entreprises dans lesquelles on a d'excellentes relations avec les maîtres d'apprentissage parce qu'ils sont formés, parce qu'ils viennent participer aux examens. Se former, c'est effectivement, ça peut être pris pour une contrainte, c'est beaucoup d'avantages que des avantages, et on se rend compte que ça participe aussi à l'attractivité de l'entreprise. Les entreprises où les maîtres d'apprentissage sont qualifiés et formés ont, et je le dis par expérience, souvent moins de mal à recruter que d'autres entreprises. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des catégories d'entreprises, mais il y a des envies, il y a des intérêts, et croyez-moi, ils sont multiples à bien se former. Merci Frédéric pour cette première intervention et on aura très certainement des questions à vous poser. Alors, Jérémy Boivin, vous êtes chef d'entreprise. Je vais vous laisser la parole pour que vous vous présentiez et puis on va voir avec vous si vous cochez toutes les cases que Frédéric vient de nous lister. Elles sont nombreuses pour être considérées comme un bon maître d'apprentissage. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Merci à toutes et à tous. Et c'est vrai, Frédéric me met un peu la barre assez haute et met une grosse pression. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à pas mal de choses. Voilà. Donc, Jérémy Boivin, société NGI, nouvelle génération d'industrie. Donc, je suis le président de la société. On développe tout simplement des pièces plastiques et des pièces métalliques qu'on peut retrouver dans des domaines techniques ou des domaines de pièces d'aspect. Et dernièrement, nous avons racheté une start-up, donc Homme Potager. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, c'est une solution de culture végétale pour mettre dans les bureaux et aussi bien à notre domicile. Voilà. Donc, pourquoi l'apprentissage? Tout simplement parce que j'ai passé 9 années dans mon parcours en apprentissage, donc du BEP jusqu'au master. Et en reprenant la société NGI, je ne me voyais pas ne pas prendre justement d'apprenti, car j'ai soif, on va dire, de transmettre l'expérience.
Et j'ai pu constater aussi que même les collaborateurs, ils aimaient justement accompagner des étudiants à travers leur quotidien. Voilà. Alors, quand vous dites que vous avez souhaité, à votre tour, hein, faire en sorte que votre entreprise accueille des apprentis, est-ce à dire que vous êtes le seul maître d'apprentissage? Ou comment ça se passe chez vous? Alors, Qui à est, qui est maître d'apprentissage? Qui Alors, accueille les jeunes? alors chez NGI, on a 3 à 4 tuteurs. Aujourd'hui, nous sommes 27 collaborateurs et nous avons 8 à 9 alternants. Voilà. Donc, on a fait le choix d'intégrer des alternants dans chaque processus, dans chaque service, de façon à apporter de la nouveauté et aussi justement à se challenger chaque jour, on va dire, sur de nouvelles idées, des remises en question. Quand on a préparé cette réunion, Jérémy, vous m'avez décrit le processus d'accueil dans votre entreprise et je souhaite que vous le partagiez avec les participants hein, de ce webinaire parce que vous avez réfléchi avec votre équipe en effet aux différentes étapes pour que l'apprentissage se passe au mieux pour tous, on va dire, à la fois pour l'entreprise, pour le jeune et puis aussi pour le centre de formation. Est-ce que vous pouvez nous décrire, je dirais déjà en amont du recrutement, comment ça se passe, le nombre d'entretiens que vous avez, comment se passe ce parcours d'intégration? On a parlé d'un vie ma vie aussi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire toutes ces étapes qui font qu'aujourd'hui, vous avez plutôt des retours très positifs de vos apprentis? Alors, effectivement, aujourd'hui, on a des retours qui sont plutôt assez positifs parce que le peu d'apprentis qu'on a pris, on va dire, depuis 2 ans, ils souhaitent continuer dans l'entreprise. Donc, je pense qu'ils sont épanouis ou ils trouvent vraiment leur intérêt. On a 2 typologies de personnes. On a les personnes qui peuvent postuler sans qu'on ait pour autant un besoin à l'entreprise. Donc là, on va créer le besoin par rapport au profil, ou ça peut très bien être sur du profil commercial auquel on souhaite vraiment approfondir une démarche en interne. À partir du moment où on reçoit un certain nombre de profils par rapport à des écoles qui ont accepté justement de nous accompagner, on va effectuer un premier recrutement avec des tests, des positionnements qui sont assez simples. Ensuite, un échange qui va être programmé avec le tuteur, parce que du coup, il faut quand même avoir l'approbation du prochain tuteur lorsqu'il y a un étudiant qu'on souhaite justement qualifier au sein de l'entreprise. Et par la suite, dès que l'étudiant ou l'apprenant souhaite justement intégrer l'entreprise, donc là, on va l'intégrer à travers les différents services, à travers justement un vie ma vie. Alors, on est tout à fait conscient que quand il y a une personne qui intègre l'entreprise en BTS gestion PME, bah, évidemment, elle ne sait pas trop ce qu'elle souhaiterait faire à l'avenir. Donc, pour nous, c'est important sur ce type de profil, justement, qu'elle passe une demi-journée, voire une journée au marketing, au commerce, vers le bureau d'études, en ADV ou en appro, de façon à avoir vraiment le spectre total de l'industrie ou des différents métiers. À partir de là, évidemment, il faut qu'il développe des spécialités. Donc là, il va passer plus ou moins de temps avec certaines personnes. Tout cela, on va dire, tout cela sous le regard, on va dire, du tuteur. Alors, Il y a aussi ce processus où il a du vie ma vie, vous le mettez en œuvre pour tous vos apprentis? tous les apprentis qui sont assez à l'aise parce qu'il y a 2 ou 3 apprentis, bah, en fait, ils ne justifiaient pas cette démarche. Donc là, nous, on pousse évidemment à aller vers cette démarche de vie ma vie. Mais ce qui est aussi très important, ça va être la réunion d'accueil avec l'équipe de façon à s'assurer de sa bonne intégration. Souvent, on fait une réunion d'accueil, souvent l'alternant va arriver sur une pause du matin ou une pause de l'après-midi, de façon à faciliter son intégration en dehors, on va dire, des réunions qui sont un petit peu plus formelles, telles que le livret d'accueil ou les vies ma vie à chaque poste. Et donc, chaque jeune a un maître d'apprentissage. Comment ça se passe entre vous, par exemple, chef d'entreprise, et vos différents maîtres d'apprentissage? Comment ça se passe pour que, somme toute, le parcours du jeune soit vraiment un parcours
construit, que sa place soit bien définie dans l'entreprise? Quelles sont les relations que vous ou les exigences que vous avez vis-à-vis de vos maîtres d'apprentissage? Alors, ce qui est important, c'est, on détermine bien le périmètre avant d'intégrer l'étudiant. On l'a vu, une 1re fois, on n'avait pas très bien cerné le périmètre et l'étudiant pouvait très bien être perdu ou même le tuteur, il se voyait pas très bien accompagné. Donc on passe beaucoup de temps vraiment à déterminer le périmètre de l'étudiant et de voir aussi avec le tuteur s'il souhaite vraiment l'accompagner dans cette démarche-là. Donc automatiquement, nous, on fait des formations tuteurs, donc on pousse nos tuteurs à partir en formation et après la 2e, le 2e périmètre de façon à s'assurer que tout se passe bien, on a mis en place un rapport d'étonnement. Donc au bout d'1 mois, voire 2 mois, après l'entrée de l'étudiant, eh bien, il nous rédige un rapport d'étonnement. Donc c'est 12 questions. En gros, comment te sens-tu dans ton entreprise? Comment as-tu vu ton intégration? Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans l'entreprise? Plein de petites questions qui peuvent parfois sortir un petit peu du contexte et leur demander aussi: «Est-ce que ça se passe bien personnellement? Est-ce que tu as eu des besoins? Est-ce qu'au niveau de ta location ou ton logement de proximité, tout s'est bien passé? Sur tes trajets domicile-travail, est-ce que tu as des difficultés?» Voilà, on pousse vraiment la chose de façon à bien accompagner notre alternant parce qu'on l'a constaté sur les 2 ou 3 premiers contrats. Bah, évidemment, il y a un alternant qui prend son logement à proximité de Mamers. Donc Mamers, attention, c'est 6 000 habitants, c'est pas très dynamique. Donc déjà, il faut que l'étudiant, il vienne nous voir. Donc si en plus il a des problèmes de logement et il recumule un problème de logement pour sa formation, donc ça, c'est assez compliqué. Donc là, nous, on va faire vraiment un accompagnement global de façon à être sûr que l'alternant il puisse obtenir justement sa qualification en fin de cycle. Mais on met une importance sur le rapport d'étonnement. Voilà. Et souvent, c'est le rapport d'étonnement qui permet de repositionner les prochaines actions. Une fois qu'il y a, au bout de 3 mois ou même 2 mois, le rendez-vous avec l'école, souvent en tripartite, avec le tuteur, on rééchange, on va dire, des prochains objectifs ou des points à retravailler avec l'étudiant. Donc ça fait déjà plusieurs années, hein, que vous êtes engagé dans l'apprentissage. Vous disiez que vous aviez peut-être ajusté votre process d'accueil, d'intégration. Aujourd'hui, si vous avez un petit peu de recul, quel résultat, quel bénéfice vous voyez à avoir mis en place justement un tutorat de qualité dans votre entreprise? Est-ce que par exemple, alors souvent on parle aujourd'hui de risque de rupture de contrat. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé? Ça nous est pas arrivé. On a failli avoir justement à une reprise, une rupture de contrat, comme je le disais au tout début. C'était une étudiante, on va dire, qui était un petit peu lâchée dans le grand bain, la première fois qu'elle prenait son logement, et cetera. Donc elle a eu des difficultés. Donc là, c'est pour ça que pour moi, je pense que l'employeur ou le tuteur se doit justement de bien l'accompagner de façon à être sûr qu'il aille jusqu'à la fin de son cycle. Voilà, ça c'est hyper important. Après, qu'est-ce que l'on module au fur et à mesure? Je veux dire, maintenant, c'est de plus en plus simple parce que chaque personne dans l'entreprise, maintenant, ont tendance à nous demander: «Et moi, est-ce que je pourrais avoir un alternant?» Donc je pense qu'on a réussi à véhiculer une bonne image en interne et le fait aussi que les étudiants souhaitent continuer leur parcours au sein d'NGI, je pense pour nous, c'est une assez grande fierté pour toute l'équipe. Oui, en effet, un des bénéfices, hein, qu'on voit quand l'apprentissage se passe bien, c'est justement l'accompagnement de l'apprenant à poursuivre ses études ou dans certains secteurs d'activité. C'est aussi, je pense par exemple au métier de l'alimentaire, hein, de l'artisanat alimentaire. On voit que quand l'apprenant et son tuteur, fonctionnent bien ensemble, on va dire, l'apprenant est invité, est incité et motivé aussi pour, par exemple, s'inscrire à des concours professionnels pour essayer de tendre vers une certaine forme d'excellence dans son métier. Donc on voit aussi que c'est à la fois valorisant pour le jeune, bien évidemment, mais c'est aussi valorisant pour le maître d'apprentissage. Jérémy, si vous aviez quelques alors je ne sais pas, nous avons 26 participants, je ne sais pas, qui sont nos chefs d'entreprise. Si vous aviez des conseils à donner à un chef d'entreprise qui n'a,
jamais franchi le pas, jamais pris d'apprenti, qui n'est peut-être pas fort, qui n'a peut-être pas le fruit lui-même d'un parcours d'apprentissage, qu'est-ce que vous auriez à lui dire, à lui, futur maître d'apprentissage? Qu'est-ce que vous auriez comme, je ne sais pas, comme conseil, comme, voilà, pour l'aider à franchir le pas? Quel conseil? Alors, il n'y a pas une grosse responsabilité de prendre quand même un apprenti, il faut quand même le dire. Je pense qu'on prend beaucoup plus de risques tous les jours, sachant qu'une personne, un apprenant qui intègre l'entreprise, à côté de nous, on va dire, va même nous aider chaque jour, parce que, par exemple, nous, Jessica, je n'avais pas le besoin, on va dire, d'avoir un nouvel apprenti. Quand elle s'est présentée, etc., le fait juste de rencontrer la personne, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on a peut-être un manque à tel ou tel endroit dans l'entreprise, et là, du coup, ça nous a permis de faire la démarche. Et je pense que là, d'avoir des arguments venant de moi pour dire pro des apprentis, bah, c'est tout de suite oui, mais c'est surtout quand on voit des fois les alternants se présenter à l'entreprise, c'est tout aussi motivant et de se dire, bah voilà, j'aimerais bien arriver dans votre entreprise de façon à me faire une expérience, etc. Et là, c'est plutôt ça qu'il faut essayer de prendre du temps d'écouter les personnes qu'on reçoit. Nous, on est très investis au niveau local, on prend beaucoup de stagiaires et souvent, c'est la suite, on va dire, quand on prend les personnes en stage. Après, on bascule sur des contrats d'apprentissage. Et je pense que le premier point, c'est déjà d'ouvrir l'entreprise de façon à prendre des contrats de stage. Si on ne le sent pas avant de s'engager sur un contrat de 12 mois ou de 24 mois, bah, la personne, déjà, elle est testée sur une semaine, 15 jours ou un mois, et ça limite le risque. Et pour moi, il n'y a pas de gros risque en tant qu'entreprise, parce que, en fait, automatiquement, l'apprenant, s'il part sur un contrat d'apprentissage, c'est qu'il est déjà prêt. Sinon, il ne part pas par cette issue-là ou cette voie-là. On a vu à plusieurs reprises accompagner des stagiaires et en voulant les rediriger vers de l'apprentissage, bah, évidemment, à chaque fois, les personnes ou même ses parents venaient nous voir pour dire, écoutez, monsieur, ne les orientez pas vers l'apprentissage, ils ne vont pas y arriver, donc il faut qu'ils partent sur une voie initiale. Donc voilà, donc parfois, on échange aussi avec les parents, donc c'est vraiment une relation qui est hyper importante entre, au début, le stagiaire, l'entreprise et les parents pour assurer un bon lancement sur la voie de l'apprentissage. Parce qu'il Eh faut que ben, les en tout parents cas, y adhèrent. Après, oui. une fois que l'entreprise y adhère, c'est pas compliqué, nous, au niveau de l'entreprise, c'est plutôt les parents de trouver la bonne école. Parce qu'une fois qu'on a les parents, la bonne école, bah, le job est pratiquement fait, hein. Merci en tout cas et merci aussi pour votre engagement, hein, auprès des jeunes dans ce parcours de formation. Alors, peut-être inviter les participants qui le souhaiteraient à poser des questions dans le fil de conversation et je repasserai la parole tout à l'heure à ma collègue Sonia, hein, qui pourra nous lire les questions. Mais peut-être avant de lire les questions, repasser la parole à Frédéric, hein, Frédéric Enfin. Frédéric, même question. Si, voilà, si vous rencontrez un chef d'entreprise qui hésite, qui n'a pas encore franchi le pas, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec lui pour, pourquoi pas, l'inviter à devenir à son tour maître d'apprentissage? Ben, moi, ce que j'ai envie de dire en rebondissant sur les propos de Jérémy, bravo à vous, c'est pragmatique ce que vous faites, c'est top. Voilà, je me permets de le dire. Ce que j'ai envie de dire, c'est que n'oubliez pas que l'apprentissage, en fait, il va dans les deux sens. L'entreprise, elle apprend aussi. Et Jérémy en est un bon exemple parce que quand il lit le rapport d'étonnement que lui fait son apprenti, bah, il apprend lui aussi. Et je pense qu'il regarde ce que peut dire l'apprenti sur son rapport d'étonnement, et peut-être que, et même sans doute, ça vous a incité à mettre en place des choses dans l'entreprise. Moi, j'ai quelques cas d'entreprises qui ont appris à travers leur apprenti, parce que si l'apprenti n'avait pas été là, l'entreprise n'aurait peut-être pas de compte sur tel ou tel réseau social. J'ai des entreprises qui me disent, mais heureusement que mon apprenti m'a aidé à, à remplir le livret d'alternance, pas me Ah, connecter, je n'y serais pas arrivé tout seul. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que l'apprentissage va surtout dans les deux sens. Prenez un apprenti pour accompagner les compétences dont vous avez besoin, mais prenez un apprenti également pour apprendre vous-même. merci, merci Frédéric pour ce message. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, Sonia, qui a l'œil sur le fil de conversation, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, avec le micro
micro, Sonia, merci. Oui, pardon, à la seconde même, une première question. J'étais un petit peu inquiète parce que le fil était encore vide. Donc, Francis qui nous demande quels sont les différents facteurs de motivation des tuteurs, avec quelle valorisation pour le chef d'entreprise? Alors, à qui je donne la parole? Jérémy, Frédéric, ou les deux? Frédéric ou Jérémy? Jérémy en premier. Je pense que les motivations du tuteur, alors nous, ils viennent de. C'est quand le tuteur, il sent sûrement qu'il y a une certaine routine ou de vouloir changer un petit peu son organisation ou sa façon de faire. Le fait d'amener justement un regard nouveau permet aussi, lui, de se questionner autrement. Et je pense que c'est un petit peu ça. Je vois, on a eu des demandes en marketing. Adnan, c'était un ancien apprenant qu'on a transformé en CDI. Et là, même dernièrement, il nous dit, bah voilà, moi, ça fait 3 ans que je suis en poste, j'aimerais bien avoir un apprenant. Et je pense que c'est d'avoir des petites idées, de nouvelles idées qui arrivent. Et je pense que c'est le tuteur vraiment qui a l'initiative. Exactement la même chose avec nous, Karl, au projet. Il a pris un premier apprenant en bureau d'études, donc Gabin, et tout de suite après, en fait, il a voulu continuer cette démarche-là avec Marin. Donc je pense que ça donne de nouvelles idées. Et je pense que même lui, ça peut aussi être une montée en compétence et un test. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est plutôt, je pense, d'avoir de nouvelles choses. Et je rebondis sur le rapport d'étonnement qu'on parlait tout à l'heure. Le fait que ce soit un étudiant qui n'ait jamais pratiqué le métier ou d'expérience dans le métier, d'avoir un retour vraiment neuf, parfois, ça nous fait rouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà. Alors quand parfois on est vraiment dans notre routine, en fait, on ne voit plus grand-chose. Même nos collaborateurs, ils pensent que justement c'est un cycle, c'est normal. Alors que j'ai eu des fois 2-3 retours. Je trouve ça étonnant, Jérémy, de la façon qu'on répond à nos clients sur ce sujet-là et ce sujet-là. Et c'est vrai, il avait tout à fait raison. Merci Jérémy. Donc on retiendra en effet l'apport, l'œil neuf de l'apprenti, du jeune, parce qu'il y a parfois aussi ces questions de fossé entre les générations. Donc c'est aussi l'œil neuf, les attentes d'une nouvelle génération par rapport au travail. Frédéric, qu'est-ce que vous répondriez à une telle question? Les motivations pour devenir tuteur? Je pense qu'alors, sur les motivations, il y avait aussi, je crois, avoir lu la question de la valorisation. La question de la valorisation appartient à chaque entreprise et il y a dans certains cas des conventions collectives ou en tout cas des décisions de branche qui peuvent générer certaines valorisations. La première des choses, c'est vraiment et ça passe par le choix du tuteur, la reconnaissance et la satisfaction d'accompagner globalement par un apprenti les compétences d'une entreprise. Comme l'a dit Jérémy, mon entreprise change grâce à l'apport de ce 109 et grâce au guidage de ce 109 par le tutorat. La première des valorisations, elle est celle-ci. Reconnaissance et satisfaction, ça permet aussi au tuteur d'exercer autrement son métier en rajoutant dans la palette de ses compétences la couleur du pédagogue, en fait. Et il y a plein d'impacts et d'effets induits qui sont tous positifs. Merci. Sonia, une autre question? Oui, une autre question qui concerne, alors ça va plutôt être Frédéric, combien coûte la formation maître d'apprentissage? Alors, d'abord, je précise que je vais vous donner les éléments de coût très en transparence, il n'y a aucun souci, que ça peut être différent selon les réseaux de formation et les organismes de formation. Hein. Donc, je vous donne l'exemple des tarifs que nous, on pratique à la CMA. Il y a 4 cas. Tout d'abord, une formation en présentiel. Elle peut être faite sur une durée d'une journée, 2 journées ou 3 journées. Voilà, ça coûte 40 € de l'heure. Voilà. Deuxièmement, il y a des formats digitaux. Je vous le disais tout à l'heure, l'exemple, 7 heures 100% distanciel, c'est 210 €. Ensuite, il y a une formation mixte un peu plus longue de 14 heures
9 heures en présentiel et 5 heures en distanciel, c'est 420 €. Et une formation mixte de 21 heures, 3 jours, 16 heures en présentiel et 5 heures en distanciel, c'est 630 €. Voilà. Ça reste malgré tout, je pense, en tout cas raisonnable par rapport à l'impact que ça a. Je précise juste que les entreprises peuvent se tourner vers leurs OPCO. Je suis en contact avec les OPCO qui financent et qui ont un niveau de prise en charge totale ou partielle de ces formations-là. C'est aussi à souligner. Oui, voilà, je pense qu'il faut insister sur la prise en charge financière qui peut être assurée par à la fois les fonds de formation des chefs d'entreprise et les OPCO pour les salariés. Complètement. Sonia? Oui, une autre question de Monsieur Maradour. Donc, le temps passé par le maître d'apprentissage au sein de l'entreprise est-il financé? Alors, mais là, sous couvert de Jérémy et de Frédéric, c'est du temps de travail, hein, c'est du temps de travail du salarié. Donc, en effet, son temps, quand il le consacre à accompagner l'apprenti dans l'entreprise, est un temps qui est financé, oui, tout à fait, qui fait partie de son salaire. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais peut-être complété par Jérémy ou par Mais il y a Frédéric. pas on subventionne pas le tuteur pour faire de la formation auprès de ses apprenants. Voilà. Voilà, plutôt, ça fait partie du poste. Voilà, ça fait partie du poste et de toute façon, alors évidemment, au tout début, il y a un peu d'apprentissage à faire, mais ça dépend après de quel niveau, mais il y a une autonomie qui est assez rapide au niveau de l'apprenant. Nous, on le voit aujourd'hui, c'est peut-être pour ça qu'on est arrivé jusqu'à 9 apprenants sur 27 collaborateurs. C'est que, OK, au début, ça prend un petit peu de temps, mais l'autonomie, elle est quand même assez rapide. Frédéric, Donc, peut-être veux-tu apporter un complément sur ce point? Non, rien à ajouter. Effectivement, ça fait partie du temps de travail et du coup de l'organisation du travail du tuteur et du coup globalement de l'entreprise. C'est bien dans ce périmètre-là que l'exercice du rôle de tuteur s'inscrit. Il n'y a rien qui s'inscrive en plus du temps de travail voilà, du tuteur, du maître d'apprentissage, évidemment. Oui. Alors, on arrive au terme de notre webinaire. Il y a une remarque et je remercie quand je vous disais que l'apprentissage était en plein boom et notamment dans notre région. Les chiffres que je vous ai donnés étaient de 2022. On nous donne les chiffres, et merci Madame Le Tourneau hein, pour les chiffres de 2023, où on est à 65 000 apprentis en Pays de la Loire à ce jour. Donc, vous voyez, on est sur un dispositif de formation professionnelle qui convient en tout cas à de nombreux apprenants et entreprises. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vois par contre une main levée. Je ne sais pas qui c'est. C'est Sonia? Non, je ne sais pas qui lève la main. C'est Marc C'est Maradour. Marc, peut-être as-tu d'autres questions? Oui, merci. Ou la main est restée levée. Bonjour Marc. Bonjour Elisabeth, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. Merci Jérémy pour ce plaidoyer pour l'apprentissage. Je suis aussi un fervent défenseur de l'apprentissage. Mais je voulais souligner ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez précisé que l'apprentissage, c'était tout niveau de formation compris. Parce que souvent, on a l'idée que l'apprentissage ne concerne que les niveaux, on va dire, Bac, Math 3, enfin BEP ou CAP, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien évidemment, ça concerne ces personnes-là, mais ça concerne aussi des Bac plus 4, des Bac plus 5. Et voilà, donc ça, merci de l'avoir souligné. Et j'avais une question à Jérémy, si c'est encore possible, Elisabeth, si tu me permets, parce qu'on a commencé en avance. Quelques secondes. C'est tout ce que tu nous as décrit, ce que vous nous avez décrit finalement sur le rapport d'étonnement, enfin l'embarquement dans l'entreprise, dans la boîte, mais je pense que vous faites aussi pour les autres salariés. Ça, c'était une première question. Et peut-être une question plus globale ensuite sur comment dire, est-ce qu'il y a aujourd'hui une meilleure insertion? Moi, j'ai constaté, j'ai plusieurs centaines d'apprentis depuis 20 ans. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure employabilité de ces personnes-là au regard d'autres profils qui ne sont pas passés par l'apprentissage? Moi, ma réponse est oui dans le secteur qui me concerne. voilà, je ne vais pas dire
pour moi, c'est oui, il y a pas photo. Voilà. Il y a une meilleure employabilité et c'est même pour ça que je pousse un petit peu les alternants, là, du coup, qui étaient en BTS. Et là, par exemple, Jessica qui part en bachelor, bah, je lui dis, écoute, Jessica, va plus loin. Et de toute façon, quand tu iras sur le marché de l'emploi, le fait que tu sortes peut-être d'un bachelor ou d'un master, si tu as déjà 4 à 5 années d'expérience, je pense que tu pourras faire la différence. Et je pense que pour l'employeur, c'est quand même une sécurité d'avoir une personne qui a déjà fait de l'apprentissage, parce qu'en fait, il s'est déjà adapté à un environnement, il a déjà connu des fois des difficultés, hein, des échanges avec des collaborateurs, des prises de position, etc. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'apprentissage, c'est la clé de la réussite. Deuxième point, ce qui était le rapport d'étonnement, et évidemment, tous nos collaborateurs font un rapport d'étonnement. Voilà. Et ce qui est encore plus vicieux, entre guillemets, c'est qu'ils font un rapport d'étonnement au bout d'1 mois ou 3 mois. Et à partir du moment où il quitte son poste pour une nouvelle aventure ou une fin de contrat, il doit refaire un rapport d'étonnement 1 mois avant sa fin de contrat. Il peut avoir aussi sur une évolution de poste de refaire des rapports d'étonnement. C'est un petit peu nous le fruit de la discussion. Et après, il y a les EAP, les entretiens annuels professionnels. Mais le rapport d'étonnement, on sort vraiment du cadre et c'est assez sympa. Et surtout, moi, j'apporte une importance sur les apprentis, justement, là, tous les apprenants et justement les stagiaires. Même un stagiaire qui est venu juste une semaine ou juste 15 jours ou 1 mois, c'est hyper rigolo en fait d'avoir ça nous fait rire. Des fois, il y a des réponses qui nous font rire. C'est vrai que maintenant, on le lit avec plusieurs personnes pour prendre de la hauteur. Donc, c'est hyper enrichissant. On a beaucoup appris. Donc, c'est pour ça que parfois, il y en a qui disent, Jérémy, c'est quand même du rapport d'étonnement. Il y a une connotation négative dans ce mot-là. Bah, j'ai envie de dire, pas du tout, justement, faut se livrer. Et on a même pu voir parfois des rapports d'étonnement qui me sont envoyés en direct, justement pas au tuteur, de façon à laisser passer parfois des petits messages. Et ça, c'est voilà, c'est notre petit truc. Merci Jérémy. En tout cas, on voit votre passion pour parler de ce sujet. Écoutez, nous arrivons au terme de notre webinaire. Donc, pour rappel, celui-ci a été enregistré. Donc, il pourra être vu à tout moment en replay de 2 manières différentes, soit en allant sur la chaîne YouTube du CARIFOREF, soit en allant sur le site régional Choisir mon métier. Si vous allez sur la rubrique « Je souhaite m'informer sur les dispositifs pour former et recruter », vous pourrez revoir ce webinaire ainsi que les webinaires Midi de l'emploi qui ont précédé. Donc, n'hésitez pas. Alors, patientez juste quand même, ça ne va pas être mis instantanément, mais d'ici quelques jours, en tout cas, ce sera disponible. Donc, je vous remercie de votre participation. Vous faire savoir qu'en fait, il y aura un nouveau webinaire au mois de décembre. Donc, nous sommes en train de le construire avec une date et un sujet qui ne sont pas encore totalement précisés aujourd'hui. Donc, on vous transmettra l'information. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation, vos questions. Et en dehors de ce temps, on reste bien sûr à votre écoute en cas de questions complémentaires, de souhaits particuliers. On reste à votre disposition. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.